Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Gabon. Le dossier du jour sera consacré aux infrastructures et au sommaire également de cette émission. Vent de protestation au Zimbabwe, le président Robert Mugabe est toujours autant contesté et en Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité tout d'abord est professeur de finance, banque assurance. Il s'agit de Thibaut Adzatis. Monsieur Adzatis, bienvenue parmi nous. Merci Amira. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, c'est un plaisir. Merci Amira, un plaisir partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Et Malik Acher. Malik, ravi de vous accueillir. Également, merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Zimbabwe, accusé de vouloir renverser le gouvernement, Evan Mawarire a finalement été libéré 48 heures après son interpellation. L'un des hommes forts de l'opposition zimbabwéenne n'a pas tardé par la suite à appeler à protester contre le régime de Robert Mugabe en poursuivant la grève générale. De son côté, le président a profité d'une cérémonie de funérailles pour accuser ouvertement le pasteur d'incitateur à la violence. C'est un sujet de Marcel Farba-Maroun. Au rythme où on en est, le calme tardera à revenir à Harare et ses alentours. En effet, des vagues de protestations ont éclaté au Zimbabwe et le pasteur Evan Mawarire, accusé d'en être responsable, a été arrêté avant d'être finalement relâché. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a sombré dans le mutisme. Il a appelé les Zimbabwéens à poursuivre la grève générale pour dénoncer les pratiques du régime de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen n'a pas manqué d'accuser Mawarire comme incitateur à la violence, à l'occasion d'une cérémonie de funérailles d'un responsable gouvernemental à Harare, la capitale. Mawarire et ceux qui croient en ce mode de vie dans notre pays ne font pas partie de nous. Notre pays est un état de droit et nous ne tolérerons pas ces débordements. Premier ministre 7 années durant, Robert Mugabe, qui a grandement contribué à la lutte pour l'obtention de l'indépendance du Zimbabwe, devient président de la République en 1987. Depuis lors, il a été réélu à plusieurs reprises, dont l'élection de 2013, la dernière en date. Entre-temps, plusieurs manifestations ayant laissé place à des scènes de violence ont eu lieu. Les plus récentes, organisées par Evan Mawarire, dénoncent la crise économique sans précédent que traverse le pays depuis le début des années 2000. Une crise aggravée cette année par une sécheresse. Le président Robert Mugabe dit ne pas faire la même lecture de la situation. You can't urge people to adopt violence. Vous ne pouvez pas appeler les gens à recourir à la violence, à des manifestations violentes et en faire un mode de vie. Non. Nous dirons non. À jamais non. No. We will say no. Encore inconnu au Zimbabwe il y a quelques mois, le pasteur Evan Mawarire a créé un tout nouveau mouvement citoyen de contestation dénommé Disflag. Ne s'étant toutefois jamais pris directement au président Mugabe, il a affirmé la nécessité de trouver des moyens pacifiques pour résoudre la situation. Daouda, que pensez-vous de ce pasteur qui mène depuis plusieurs mois un mouvement de protestation non violent, de résistance passive et qui dit avancer avec 2 armes, un drapeau et une Bible? C'est quand même un moyen de contestation assez original sur le continent. Assez original effectivement et assez innovant comme vous le dites, tout à fait. Parce que jusque-là, vu la force du pouvoir en place, c'est le parti qui est là depuis l'indépendance. Tout le monde sait que Robert Mugabe, c'est quelqu'un qui est quand même assez puissant, et pas populaire dans son pays. Et du coup, il fallait bien trouver un moyen de fédérer, un moyen pacifique. Et c'est ce que Evan Mawarire a pu trouver. Et je pense que c'est une bonne chose. La preuve, ça marche parce qu'il draine du monde derrière. Et d'ailleurs, le pouvoir hésite à réprimer par la force, comme il le faisait, comme il a pu le faire par le passé. Les différentes contestations qu'il y a eu n'ont pas été forcément toutes réprimées par la force. C'est la preuve que ce système-là marche. Moi, je pense que quand on appelle pour la paix, et puis il y a là 2 symboles, quoi qu'on puisse dire.
le drapeau d'un côté, dans un pays à majorité croyante, la Bible, ça parle également. Donc c'est un système qui incarne à la fois la sagesse et le patriotisme. Et pour moi, c'est ce qui justifie qu'il puisse fédérer derrière lui. Maintenant, pour terminer, je dirais quand même qu'il n'a pas décliné des ambitions présidentielle. Là, il y a l'opposition, le mouvement pour le changement démocratique, par exemple. La question véritablement dans ce pays, c'est quand l'alternance et comment. J'espère que cela se fera dans la paix, comme avec ce personnage. Malik Mugabe de plus en plus contesté, rien d'étonnant en vue de la situation économique actuelle au pays qu'on peut clairement qualifier de dramatique. Oui, une situation économique dramatique, exsangue, un pays comme le Zimbabwe qui était, comme on le rappelle souvent ici, et je me répète un peu sur ce sujet, mais j'aime bien forcer le trait sur cet aspect-là, c'est que le Zimbabwe, c'est véritablement le grenier de l'Afrique australe. Normalement, ses potentialités sont énormes. C'était un pays exportateur de produits agricoles vers les puissances comme l'Afrique du Sud il y a 20-30 ans. Et malheureusement, ce n'est plus le cas. Difficile je pense, de contenir je dirais un mouvement pareil qui est le bienvenu parce qu'il y a, je pense, une désespérance au sein de la population. On est aussi dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Ceux qui ont vécu l'indépendance sont vieux, ne sont plus la partie majoritaire de la population. Il y a une jeunesse qui a suivi cette génération de l'indépendance. Donc il y a un renouveau politique qui est indispensable pour permettre justement à ce pays de se relever parce que quand on voit ses potentialités dans le domaine minier, on voit que ça profite pas à la population, on voit que ça profite pas aux jeunes. Et donc, le Zimbabwe doit se relever rapidement. Sinon, on risquerait justement un délitement encore de la classe sociale et donc des violences. Et ça, c'est le risque que peut encourir le pays. Oui, Daouda, devises manquantes, retard de paiement dans les salaires, retard de paiement dans les retraites. La situation, je le redis, elle est dramatique. Par quels moyens le pays, aujourd'hui, le Zimbabwe, pourrait-il se relever? Quels sont les leviers à actionner? Les leviers à actionner, c'est sûr que c'est d'abord une stabilité politique. Le président Mugabe a accusé récemment les pays occidentaux de vouloir asphyxier son économie, son peuple, parce que l'aide publique au développement n'y va plus forcément. Il y a aussi des sanctions internationales. Vous savez, dès l'instant qu'il y a un problème politique lié aux droits de l'homme, à la gouvernance, ceux qui ont l'habitude de donner, finalement, bloquent cette aide et puis avec des sanctions à la clé. Donc il faut lever. On pourra s'arranger sans le départ de Robert Mugabe? Non, je dis pas ça, mais par contre, il peut être là, finir son mandat et faire améliorer un petit peu sa gouvernance, respecter les droits de l'homme de plus en plus, faire en sorte de mener un plaidoyer intéressant pour que ces sanctions soient levées. Et le président tunisien Béji Caïd Essebsi a annoncé ce mardi la prolongation de 2 mois de l'état d'urgence dans le pays. Une nécessité selon les autorités tunisiennes pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est un sujet de Birama Saounera. En Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé de 2 mois à compter du 21 juillet 2016. Il a été instauré le 24 novembre 2015 à la suite d'un attentat suicide contre la garde présidentielle à Tunis. En 2015, le pays a été frappé par 3 attentats majeurs revendiqués par l'État islamique. Depuis lors, la menace terroriste persiste malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement. La question de sécurité en Tunisie est très fragile et que le secteur du tourisme est très fragilisé par l'insécurité. Donc c'est tout à fait normal que le président tunisien a pris la décision de prolonger l'état d'urgence comme moyen de combattre l'insécurité dans le pays. Depuis 2011, la Tunisie peine à se stabiliser avec des manifestations qui dégénèrent régulièrement en violence. L'état d'urgence instauré par le gouvernement témoigne de la volonté de l'État de poursuivre également la lutte contre le terrorisme. Cette mesure d'exception donne plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité. C'est vrai, les Tunisiens n'ont pas accepté l'état d'urgence pour l'éternité.
Mais tant qu'il y a du conflit libyen, il y a de l'insécurité du Tunisien, il y a le secteur de tourisme qui souffre de les conséquences des attentats meurtriers qui étaient commis soit à Sousse, soit d'autres endroits en Tunisie. Alors, la plupart des Tunisiens, je pense, ils acceptent cette situation d'exception pour combattre l'insécurité et surtout pour combattre le terrorisme. C'est la 5e prolongation de l'état d'urgence en Tunisie depuis novembre 2015. La mesure d'exception permet aux autorités d'améliorer les conditions de sécurité du pays. Cependant, malgré l'état d'urgence, la ville tunisienne de Ben Guerdane, située près de la frontière libyenne, a été la cible d'une violente attaque djihadiste le 7 mars 2016, faisant plus d'une 50aine de morts. Malik, l'état d'urgence, est-ce une mesure qui a fait ses preuves ? C'est difficile de le dire, Amira. Je suis assez sceptique sur le fait que l'état d'urgence soit vraiment un pare-feu, entre guillemets, contre les actions terroristes. Bon, c'est une mesure qui a été nécessaire, mais c'est une mesure qui ne doit pas restreindre certaines, je dirais, libertés publiques. Et c'est ce que craignent certains journalistes, une partie de la population civile, et à juste titre. Effectivement, ça doit permettre de combattre efficacement le terrorisme, mais là, c'est plus relatif à la stratégie qu'on doit mener contre le terrorisme. Quel est le dispositif de sécurité? Et la Tunisie est assez jeune, je dirais, dans ce combat-là, même si elle essaye de contrecarrer quand même avec force et avec courage certaines actions terroristes, notamment à la frontière libyenne. Mais comme vous le savez, le pays de son voisin ouest, donc l'Algérie, aide beaucoup la Tunisie dans cette épreuve-là parce que elle n'a pas encore l'expérience nécessaire. Ce n'est pas officieusement, on le sait qu'il y a des membres de l'armée algérienne qui est active en Tunisie, qui essayent d'aider l'armée tunisienne pour éradiquer les groupes terroristes qui sont aussi nombreux dans les monts Chambi, à la frontière algérienne aussi. Donc c'est une épreuve qui va durer longtemps à mon sens parce que la situation en Libye est catastrophique, la situation politique n'a pas été réglée, les frontières sont pas maîtrisées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre que la situation en Libye se calme, c'est long. Il faudrait une initiative, à mon avis, des pays de la région. Je pense à l'Algérie, je pense à l'Égypte, parce que nous sommes là dans une implosion qui sera fatale pour la région. Oui, Daouda, c'est vrai, la Tunisie est entourée par deux gros géants, d'un côté l'Algérie, de l'autre l'Égypte. C'est vrai, comme le disait Malik, on peut peut-être regretter ce manque d'initiatives sous-régionales pour aider cette Tunisie. Oui, c'est sûr qu'on peut regretter ce manque d'initiative, puisque c'est la même région et qu'il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, comme l'a rappelé Malik avec l'Algérie, mais aussi il y a le Maroc qui n'est pas loin. Il faudrait que ces États-là puissent taire aussi un certain nombre de divergences. Il y a des jeux d'alliance entre pays qui se font, et puis je pense que dans le cadre même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Maghreb peut tout à fait profiter de ce combat-là pour avoir des positions communes, justement. Autant on le souhaite pour l'Afrique de l'Ouest, autant pour l'Afrique centrale, pourquoi pas dans cette région. On ne voit pas cette synergie-là entre ces pays-là. Et à mon avis, on devrait arriver à ça, puisque la Libye est aussi juste à côté. Et d'ailleurs, quand vous voyez que la Libye est entre la Tunisie et l'Égypte, c'est la même région, et la Tunisie et l'Égypte connaissent aussi des attentats. Du fait de la Libye, de la proximité. L'Algérie est aujourd'hui épargnée parce que justement il y a cette expérience, et puis le pays est assez bien contrôlé, épargné pour le moment, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Bon, on ne le souhaite pas, mais dans tous les cas, moi je pense que autant par moment, sur un certain nombre de données économiques, l'Afrique subsaharienne peut s'inspirer de certaines expériences dans le Maghreb. Dans le même temps, ce qui est en train de se faire en termes de coopération régionale, le Maghreb aussi pourrait s'inspirer, et ce combat contre le terrorisme peut être une base vraiment de coopération là-dessus. Malik, je voudrais revenir plus généralement sur ces pays arabes qui ont eu des révolutions, Libye, Tunisie, Égypte. Pourquoi ces trois pays ont eu du mal de se relever justement de ces révolutions populaires? Qu'est-ce qui a bloqué?
Vous savez, Miraz, sur cette analyse-là des révolutions arabes, je suis assez partagé, assez mitigé. Je ne veux pas dire que le processus révolutionnaire n'a pas été fait par une majorité de la population, mais la sociologie de ces pays-là est très compliquée. Il faut savoir que tout le monde n'était pas forcément pour le renversement des pouvoirs établis. Je pense qu'il fallait faire cela dans une transition qui soit une transition politique. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été une transition en douceur. Et je dirais ce désordre, malheureusement, a fait que la situation sécuritaire s'est délitée et a profité aux groupes terroristes. Parce que ces groupes terroristes, même s'ils n'étaient pas actifs, ils étaient présents. Et tout le monde le savait. Et malheureusement, Daouda parlait d'une chose qui est correcte, c'est que ce manque de concertation a fait qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est davantage dégradée. Si on avait cette concertation militaire, même avec les pays forts, même si ce ne sont pas les régimes les plus démocratiques, nous aurions une stratégie de sécurité et de préservation de la stabilité dans la région. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.